Et hop, flemme. Franchement, grosse flemme d'inviter quelqu'un. Salut Flo, salut la bichette. Je vais un tout petit peu tapoter quand même, histoire de commencer cette semaine. Salut la bichette, j'espère que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end et que tu commences une bonne semaine. Tu m'as compris. Voilà. On va attendre qu'il y ait quand même un tout petit peu plus de gens connectés avant de commencer à parler du thème que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir. Ce soir ? Oui, ce soir. Ouais, ce soir. Oui, moi j'ai passé un très bon week-end. C'était un week-end, on va dire un week-end très posé, très familial. Voilà, enfin un week-end classique quoi. En plus, on est à une semaine de Pâques, donc c'est trop bien. C'est trop bien. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas aussi à partager le live si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé et concerné par le thème de ce soir. On va commencer du coup, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme d'attendre, donc les gens se connecteront quand ils auront envie de se connecter et ils nous rejoindront quand il sera là où on en sera. Le thème de ce soir, c'est quoi ? J'avais envie de parler en fait du moment où vous avez décidé d'ouvrir les yeux, où vous avez décidé, enfin pas que c'est pas une, alors oui, ça peut être une décision, mais c'est tout simplement ce moment où vous réalisez que vous êtes, où vous avez réalisé que vous avez été dans une relation qui ne vous servait pas, dans une relation où on vous utilisait, et voilà, il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a permis d'ouvrir les yeux, il y a eu quelque chose qui vous a fait prendre compte que vous étiez dans une relation qui n'allait pas dans le sens où vous vouliez aller, où vous souhaitez aller et qu'il était peut-être temps pour vous effectivement de vous rendre compte qu'on était en train de vous faire perdre votre temps. D'accord ? C'est un thème qui risque de vous concerner parce que même si vous n'êtes pas dans une relation, c'est un thème qui pourra vous servir quand vous allez commencer à attirer quelqu'un, quand vous allez être en relation avec quelqu'un. Et du coup, c'est aussi un live qui peut vous donner des conseils de manière préventive. D'accord ? C'est un live qui pourra vous permettre de ne pas répéter exactement les mêmes erreurs que font beaucoup de femmes, qu'ont fait beaucoup de femmes, qu'ont répété aussi beaucoup d'hommes, parce que ce n'est pas que les femmes qui se font avoir, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se rendent compte en fait qu'ils ont avec eux une personne qui ne leur sert pas. D'accord ? Pourquoi je parle de ce sujet ? C'est tout simplement parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se mettent en relation dans des relations sans savoir à qui ils ont affaire. Beaucoup de personnes se mettent en relation avec des personnes où ils savent que cette personne ne leur apportera pas de bien. Et en fait, il y a un déclic qui fait que ces personnes se rendent compte qu'il est peut-être temps de changer. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler en fait de la phase où vous étiez dans l'obscurité, où vous étiez
euh, peut-être ignorante de cette personne que vous étiez en face, et où en tout cas vous étiez dans ce qu'on appelle en général en psychologie, en coaching, on appelle ça en fait l'effet lune de miel, d'accord? Donc dans cette phase où vous êtes amoureuse, vous êtes attachée, dans cette phase où vous vous croyez amoureuse, d'accord? Parce que beaucoup de personnes pensent être amoureux, alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'attaché, vous n'êtes que dépendante. Vous avez voulu un lien en confondant en fait une familiarité en termes de comportement et d'énergie. Vous avez confondu en fait une attraction, vous avez confondu une alchimie par rapport à la réalité de ce que c'est qu'être vraiment amoureux. D'accord? Et donc vous avez été obscurci par ce sentiment que vous avez mal interprété. Donc on va aborder d'abord tout ça, d'accord? La phase où vous êtes dans l'obscurité, où vous ne vous rendez pas compte en fait de ce que vous vivez. Et ensuite nous allons aborder la phase où vous ouvrez les yeux, où vous allez ouvrir les yeux, où vous allez vous rendre compte en fait que cette femme, cet homme avec qui vous êtes, euh, ça n'est plus possible. Ça n'est pas possible, ça n'est plus possible parce que ça ne l'a jamais vraiment été. D'accord? Parce que l'une des choses qu'il faut se rendre compte, c'est que beaucoup de relations qui ne marchent pas étaient des relations qui déjà depuis le début ne marchaient pas. Et c'est par la seule volonté de la, comment dire, de la personne qui n'a pas ouvert les yeux au bon moment, qui a fait que la relation a tenu, qui a fait que la relation a duré, qui a fait que la relation en fait a persisté, d'accord? Alors que l'autre était pleinement conscient de par ce qu'il ressentait et de par ce qu'il faisait que ça n'était pas possible et que cette relation n'était pas vouée à marcher parce qu'il y a forcément une personne qui est consciente et il y a une personne qui ne l'est pas. On va le voir en première partie. Et donc, dans la deuxième partie, on va voir tout ce qui se passe quand vous décidez d'ouvrir les yeux et évidemment les sempiternels conseils que je peux vous donner pour vivre une prochaine relation qui ne sera pas la même. Parce que, encore une fois, beaucoup de personnes, on a l'impression qu'ils se condamnent à la souffrance. Beaucoup de personnes, on a l'impression en fait que amour rime pour eux avec déception, avec désillusion, avec tromperie et avec manque de respect, alors que pas du tout. Donc, on va voir tout cela en 3 parties. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager, comme je l'ai dit en début de ce live. Pourquoi est-ce qu'en début de relation, on est très facilement, euh, on peut ne pas se rendre compte que ça n'est pas possible, que la relation n'est pas viable dès le début. Comme je l'ai dit, hein, beaucoup de personnes, vous êtes dans des relations qui ne marchent pas, qui ne sont pas vouées à marcher et qui ne marcheront pas, mais vous n'en êtes pas conscient, vous n'en êtes pas consciente. D'accord? Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je crois, hein. Ou alors j'ai rêvé. J'ai rêvé? Non. Bref. Hello Lindsay, MDA. Je crois que j'ai fait un autre message. Ben, j'ai dû le fantasmer alors. J'ai dû le fantasmer. Euh, Qu'est-ce qui fait en fait que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas consciente des signaux que vous êtes censé voir, que toute personne est censée voir, que toute personne est censée réaliser quand vous êtes en début de relation? C'est tout simplement à cause de l'effet lune de miel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle dans les relations amoureuses, dans la psychologie de couple, dans la thérapie de couple, il y a ce que l'on appelle l'effet lune de miel. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'effet non, c'est pas un effet, c'est un état, d'accord? Un état lune de miel. Ben, c'est tout simplement le fait qu'en début de relation,
vous ne connaissez pas la personne. En début de relation, vous découvrez la personne. En début de relation, vous la voyez sous son meilleur jour. Donc évidemment que quand vous découvrez une personne, hein, c'est comme quand on commence un nouveau travail, c'est comme quand on fait la connaissance d'une nouvelle personne, on ne connaît pas qui elle est, on ne connaît pas ses défauts, on ne connaît pas ce qu'elle a fait dans le passé, on ne connaît pas quelles sont les choses parfois peut-être graves qu'elle a commises, qu'elle a dites, hein. Et donc évidemment, c'est la même chose avec cet homme, avec cette femme que vous connaissez, avec qui vous mettez en couple. Vous êtes dans l'effet lune de miel, vous apprenez à découvrir la personne, vous apprenez en fait à, à- à le connaître, à le découvrir, à apprécier aussi cette personne, parce que quand on est dans un effet lune de miel, il y a ce qu'on appelle un effet d'idéalisation. Il y a un effet où on fantasme, hein, sur l'autre. L'autre est réel, mais on fantasme sur cette réalité parce qu'on est beaucoup dans sa tête. D'accord? Et c'est ça l'effet lune de miel en amour, c'est que c'est une situation où vous n'êtes pas vraiment dans la réalité, vous n'êtes pas vraiment dans le concret. Vous vivez la relation, vous répondez à la personne, vous faites des choses avec cette personne, vous allez en date, vous passez du temps ensemble, vous pouvez coucher ensemble, etc., etc. Mais en fait, vous vivez la relation que par ce que vous imaginez d'elle dans votre tête et que par ce que cette personne aussi veut bien vous montrer de vous. D'accord? C'est-à-dire qu'en général, une personne, elle ne va pas vous montrer tous ses défauts. En général, une personne, elle ne va pas vous montrer tout ce qui va mal. Et donc, de par l'effet lune de miel, et de par le fait que dans cet effet lune de miel, vous êtes beaucoup dans votre tête à fantasmer sur la personne, même si vous lui parlez et vous ne la voyez que dans la réalité, vous ne vous rendez pas compte, et ça peut parfois aller très très loin. Vous pouvez passer par une phase où vous ne réalisez pas tout ce qui va mal. Vous ne réalisez pas tout ce qui ne convient pas chez cette personne. Vous ne réalisez pas, vous ne saisissez même pas les petits défauts que vous présente cette personne quand elle est en train d'installer, hein, cette relation avec vous. Quand elle est en train de communiquer avec vous de manière verbale, mais aussi de manière non verbale. Vous ne constatez pas certaines indications dans ce qu'elle est en train de vous dire, vous ne constatez pas certaines indications dans sa manière de se comporter, est-ce qu'elle a de bonnes manières, est-ce qu'elle a le sens du respect, etc., etc. Est-ce que c'est une personne qui est intègre, est-ce que c'est une personne qui se respecte, quelle est la dynamique aussi qu'installe et qu'instaure cette personne. Tout ça, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans votre tête, comme je l'ai dit, et c'est ce qu'on appelle, je le schématise, hein, je ne suis pas là pour faire un- je ne suis pas là en train de faire un discours, un TED Talk sur la psychologie et sur les relations de couple, d'accord? On est là pour du coaching, donc il faut que ça reste accessible, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce que l'on remarque dans la phase de couple, et c'est une phase qui peut durer de manière, qui peut être très courte, d'accord, cette phase de lune de miel, mais c'est aussi une phase qui peut durer très longtemps. C'est une phase qui peut être très longue. C'est une phase qui peut durer très longtemps, mais euh, euh, comment dire, on va voir effectivement que cette phase de lune de miel, quand elle dure très longtemps, on sort de la phase de lune de miel pour rentrer dans une autre phase. D'accord? Mais ce qui a été au début de tout ça, c'est effectivement le côté tout beau, tout nouveau, le côté aussi, comme je l'ai dit, où on est dans notre tête, où on fantasme sur la personne. Bonsoir Rachida. Que se passe-t-il quand on est dans l'exemple où vous vivez de manière très courte cette phase lune de miel? Quand vous vivez en fait la phase lune de miel de... Oula. Quand vous vivez la phase lune de miel de manière très courte, c'est une phase, on va dire, qui est saine. D'accord?
Beaucoup de personnes sont là en train comment dire, de parfois s'en vouloir, de se dire, mais pourquoi est-ce que je ne m'en suis pas rendu compte plus vite? Bah non, tu étais dans une phase lune de miel, plus ou moins courte, d'accord? Il n'y a pas de minimum de temps, d'accord? Mais en général, on peut dire qu'on peut être dans une phase lune de miel courte pendant à peu près, maximum un mois et demi, 2 mois. D'accord? Parce que au bout de 2 mois, alors on ne connaît pas tout de la personne, on ne peut pas connaître tout de la personne, mais en tout cas, le nécessaire qui fonde la base et le ciment d'une relation est là. Les premières habitudes se sont déjà installées. Les premières habitudes se sont déjà instaurées. Et donc, en un mois et demi, 2 mois grand max, vous êtes en capacité de savoir si cette personne est une personne qui est viable sur le long terme ou pas. D'accord? Évidemment, tout dépend des paramètres. Si vous êtes dans une relation à distance, je ne peux pas dire qu'effectivement, en 2 mois de relation à distance, vous pouvez connaître la personne. D'accord? Si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas constamment en train de vous voir, mais où il y a un attachement qui est fort, vous habitez à Paris et lui, il habite, je sais pas moi, il habite à Rennes, un truc comme ça, ou il habite à Lyon, vous n'êtes pas techniquement à distance, mais il y a quand même une distance. Et donc, c'est une relation qui, en 2 mois, ne peut pas se découvrir de la même intensité que deux personnes qui habitent à Paris, que deux personnes qui habitent en région parisienne, d'accord, et qui peuvent se voir plus facilement et plus rapidement que dans le cas où vous êtes à Paris et lui à Lyon, par exemple, ou l'inverse. Vous êtes à Marseille et vous êtes, je sais pas moi, à Nice. Voilà, il y a des paramètres. Mais en tout cas, dans le cas où la lune de miel, la phase lune de miel est très courte, il faut en général compter 2 mois, vraiment dans le grand max des max. Mais il y a des phases qui sont encore plus courtes que ça, hein. Il y a des phases où en 2 semaines, en 3 semaines, tu es en capacité de connaître la personne. Tu connais la personne parce que vous vous voyez tous les jours, parce que vous vivez dans le même quartier, parce que vous êtes dans la même classe, dans le même travail, pour plusieurs raisons. Vous appréhendez plus facilement, vous vous découvrez plus facilement et donc du coup plus rapidement. Et donc, quand tu es en capacité d'ouvrir les yeux dans cette phase de lune de miel qui est très courte, hein, estime-toi heureux, estime-toi heureuse. Parce que comme je vous l'ai déjà annoncé, il y a des personnes qui sont dans des phases de lune de miel qui durent longtemps, mais qui n'en sont plus vraiment. Mais en tout cas, quand moi je parle à certaines personnes, quand je parle à certaines filles, à certaines femmes, de cette idéalisation qu'ils ont et qu'elles ont de leur partenaire, on sent que voilà, on est dans une phase de lune de miel qui est même parfois très sévère, hein. On va le voir, mais on peut être dans une phase de lune de miel où l'autre nous fait du mal, mais comme on est toujours resté dans une idéalisation de cette personne, comme on est toujours resté dans une attente de cette personne, ben, on n'est pas en capacité de se rendre compte que il serait peut-être temps de partir. D'accord? Qu'est-ce qui peut provoquer le fait que vous avez ouvert les yeux dans cette phase de lune de miel qui a été très, très courte? C'est tout simplement parce que on remarque, c'est quelque chose que je remarque, que je vois, les personnes qui arrivent à très facilement ouvrir les yeux, dans une phase de lune de miel qui est courte, ce sont des personnes qui sont soit très intuitives dans un premier temps, hein. N'oubliez pas que c'est quelque chose que l'on vous demande de faire, que l'on vous invite à faire, surtout vous, mesdames, à écouter votre intuition. Et beaucoup de femmes écoutent leur intuition, elles voient et elles perçoivent, et elles perçoivent qu'effectivement cet homme n'est pas, n'est pas à fréquenter. Elles perçoivent que cet homme
tient des propos qui sont incohérents parce que dans ce qu'il dégage, dans son énergie et dans ce qu'elle perçoive, d'accord, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a pas besoin d'être spirituel, d'accord? Il y a pas besoin de tirer les tarots, hein, de tirer le tarot. Il n'y a pas besoin de s'appeler Madame Irma et d'avoir une boule en cristal pour être intuitive. Il suffit de s'écouter parce que au cas où vous ne le savez pas, votre intuition vous parle tout le temps. Votre intuition, il y a chez tous, excepté les grands malades, et encore, même ces grands malades, ils ont une intuition qui leur indique des choses terribles. Mais en tout cas, chez nous tous, nous avons une voix intérieure, une conscience intérieure qui est là pour nous guider et qui est là pour nous donner les informations que parfois on aurait du mal à saisir, à comprendre avec le temps. Donc déjà, travailler son intuition, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui va vous protéger. La deuxième chose aussi, c'est, et ça fait partie du domaine de l'intuition, c'est tout ce qui concerne la réaction physique. Beaucoup de femmes écoutent la réaction de leur corps. Beaucoup de femmes font attention à ce que leur corps leur transmette comme information quand elles sont en train de vivre une relation, quand elles sont en train de fréquenter quelqu'un, quand elles sont dans une situation où quelque chose ne tourne pas rond, ou quelque chose est secret, comme s'il y avait une espèce de complot, elles sont en capacité de ressentir ça, parce que leur corps leur donne les informations. Et si tu es une femme, tu dois savoir que ton corps est en mesure de te donner les informations sur la compatibilité que tu as avec une personne ou pas. Parce que ça n'est pas quelque chose que tu vas te forcer à avoir, d'accord? C'est quelque chose qui va naître facilement. Tu vas réagir naturellement. Ton corps va te donner des signes positifs ou négatifs sur cet homme, sur cette relation et sur ce que tu es en train de vivre dans ta relation. Et beaucoup de femmes, d'accord, écoutent effectivement les signaux de leur corps, écoutent leur intuition, écoutent les signaux de leur corps pour se prévenir, d'accord, de la relation. Et donc, elles ouvrent les yeux, hein, à temps. Elles ouvrent les yeux, peut-être même un peu trop tôt, mais il vaudrait mieux ouvrir les yeux trop tôt que trop tard. Et c'est le cas de beaucoup de femmes. Et c'est le cas aussi de beaucoup de femmes qui n'écoutent pas. Beaucoup de femmes, vous n'écoutez pas. Alors, votre intuition, elle vous parle, rien à foutre. Votre corps, il vous parle, alors là, hein. Et c'est ce que j'entends beaucoup, c'est ce que j'entends beaucoup en coaching quand je parle à certaines femmes qui me disent oui, mais tu sais, Love Heals, moi en fait, je le savais depuis le début. Oui, mais tu sais, moi, Love Heals, mon corps m'avait déjà donné des signaux, mais moi, je n'ai pas voulu écouter. Ou je me suis dit non, mais qu'il fallait que je continue quand même. Qui t'a demandé? Personne. Pourtant, ton corps t'a donné des signaux, ton corps t'a prévenu, ton corps t'a montré, parfois même par des réactions bizarres, hein, par le fait que, je sais pas, il y a beaucoup de femmes qui partagent sur les réseaux des expériences où, par exemple, quand elles étaient avec des hommes qui n'étaient pas un homme à fréquenter, elles avaient des maladies bizarres, des réactions bizarres, des choses qui montraient qu'effectivement leur corps les prévenait. Et quand elles ont décidé, quand elles avaient décidé de partir de cette relation, quand elles ont décidé de fuir cette relation, la réaction bizarre est partie. D'accord? Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Et peut-être vous qui m'écoutez, c'est votre cas. Ça a été peut-être votre cas. Peut-être que vous avez reçu aussi des signaux, mais alors vous ne les avez peut-être pas écoutés. Et c'est bien dommage. Mais dans le cas où des femmes écoutent effectivement les signaux de leur corps, ben, elles partent très rapidement
sans même se poser plusieurs questions, parce qu'elles savent que les signaux de l'intuition, les signaux les signaux qu'envoie ton corps, ce sont des signaux qui ne peuvent pas te tromper, qui ne peuvent pas se tromper. Un autre cas où effectivement une femme ou un homme est en capacité d'ouvrir les yeux assez rapidement, c'est au premier red flag. Et quand on dit premier red flag, ce n'est pas que au premier, à la première. Il y a des cas où effectivement, et c'est mon cas, dès que je vois que tu me poses quelque chose de bizarre, d'incohérent, voilà, c'est catégorique. Pour certains cas, j'ai voulu continuer un tout petit peu, mais il y en a chez qui je me suis dit, toi, t'es une personne perdue, voilà, cause inutile, voilà. Mais aussi, après deux, trois red flags, deux, trois comportements, voilà, deux, trois signaux que quelque chose ne tournait pas rond chez cette personne. Donc ce n'est pas un premier red flag, mais plusieurs premiers red flags. La personne aussi a décidé de partir. La personne aussi a décidé de mettre fin à la relation. La personne a décidé d'ouvrir les yeux sur ce qu'elle était en train d'endurer avec cette personne, qui était déjà tellement manifeste que ça ne valait pas la peine, ça ne valait plus la peine de persister et de vouloir, poursuivre cette relation. Et très honnêtement, vous n'avez pas besoin qu'un homme ou qu'une femme vous fasse des dingueries pour que vous vous rendiez compte en fait que là, ouais, non, c'est chaud. D'accord. On dit toujours qu'un homme ou même une femme, il va toujours vous montrer dès le début comment dire, la manière avec laquelle il va vous traiter. Et en général, les hommes, c'est le cas, on vous montre dès le début la manière avec laquelle on va vous traiter. Un homme qui est en train de tenir des propos incohérents, un homme qui est déjà dans des comportements où c'est un peu obscur, il ne veut pas s'expliquer sur des choses, un homme qui commence par te ghoster, passe plusieurs jours, plusieurs heures sans te parler, et puis il revient comme si de rien n'était. Tout ça, ce sont des red flags. Et tout ça, ce sont des choses qui doivent vous ouvrir les yeux sur la relation que vous êtes en train de commencer et de vouloir continuer avec cette personne. Et c'est là où je dis qu'on est dans une phase de lune de miel qui est courte, parce que effectivement la personne, dès les premiers signes, dès le premier signe ou les premiers signes au pluriel, elle sait que bon, lui il se comporte comme ça, je ne suis pas sa priorité, ça sent mauvais, et puis on est censé être dans une phase où on se découvre l'un et l'autre. S'il est déjà en train de tenir des propos indifférents, de mentir, s'il est en train de disparaître, s'il est en train voilà, il promet des choses, il les fait pas. Il me dit qu'il va m'appeler, il m'appelle pas. Une fois, deux fois, c'est fini, c'est mort. Et c'est là où intervient ma première question, c'est pourquoi ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Pourquoi peut-être toi qui m'écoutes, tu as été cette femme qui a voulu poursuivre, qui a voulu t'accrocher, qui a voulu espérer, qui a cru que tu pouvais effectivement peut-être le changer, parce que en fait, comme toi tu l'aimais, tu pouvais le changer lui, que l'intensité de tes sentiments allait être suffisamment fort pour que tu le changes, pour que tu le transformes, et pour qu'il soit plus réactif et plus attentionné à ta personne. C'est ça, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que beaucoup de femmes, plutôt que de constater que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'allait pas rond, pourquoi s'entêter, pourquoi s'enfoncer? On le verra un peu plus tard, mais
Voilà. Et c'est le cas en fait de beaucoup de femmes, c'est que beaucoup de femmes choisissent de s'entêter, de s'enfoncer dans quelque chose qui ne leur sert pas, dans quelque chose qui ne leur convient pas, et dans quelque chose qui déjà est en train d'annoncer la couleur, qui est déjà en train d'annoncer l'intensité de la douleur aussi, avec laquelle elles seront traitées par la suite. D'accord? Je crois qu'on m'a posé une question. Ou, je sais pas, une... Ah oui, voilà. Moi, j'ai été manipulé depuis 2 ans et tombé en addiction avec les montagnes russes émotionnelles. Bah, là, on est effectivement, comme l'a dit Gold, comme l'a partagé Gold, dans une confession, comment dire, dans un rapport euh, fait d'une relation où effectivement les premiers signes du mauvais comportement de cet homme, les premiers signes de la toxicité de cet homme auraient dû te faire partir. Hein. Mais parce que comme tu étais dans cette phase de lune de miel et que tu as choisi de rester et que tu as choisi d'endurer et de te convaincre que c'était la meilleure chose à toi de faire, bah, tu t'es laissé avoir, tu t'es laissé happer dans un cycle, tu le dis, hein, dans une addiction, dans des montagnes russes émotionnelles qui auraient dû te faire comprendre en fait que ça n'était pas possible. Tu ne peux pas rester dans une relation, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas survivre et tu ne pourras certainement pas t'épanouir dans une relation où on te fait vivre des montagnes russes émotionnelles et où en plus tu es pleinement consciente que tu en deviens addict. Tu deviens addict au bon et au mauvais. Tu deviens addict à la mauvaise, au mauvais traitement de cette personne. D'accord? Comment faire quand on a ouvert nos yeux mais qu'on est trop empathique et un peu attaché? Ben, il faut se faire violence. L'INSEE. C'est pas parce que tu es empathique que ça veut dire que tu dois tout supporter, tout ressentir et que tu dois rester attaché. Le seul moyen pour vous qui vous est donné de sortir d'une relation où vous êtes dépendante, le seul moyen pour vous aussi pour vous protéger, hein, euh, parce que vous ne pouvez pas savoir avant coup, c'est de savoir se faire violence. Et on va le voir, se faire violence. Arrêtez d'être dans l'émotionnel, arrêtez dans le romantisme, arrêtez d'être dans le j'accepte tout, dans le je pardonne tout, dans le je comprends tout. Hein. Commencez à percevoir sa relation de manière rationnelle. Commencez à percevoir cette relation dans la vision où est-ce que cet homme m'apporte quelque chose? Est-ce que cet homme est un homme d'avenir? Est-ce que avec cet homme, il peut m'apporter la protection que je mérite? Est-ce que cet homme, il correspond aussi à certains standards que je sais que je mérite pour moi, mais que toute femme aussi mérite? Si vous avez du mal, j'ouvre une parenthèse, mais je vais très vite la refermer. Si vous avez du mal à savoir quels sont vos standards, si vous avez du mal à savoir ce que vous méritez, si vous avez du mal à savoir, à vous connaître, calquez vos standards par rapport au standard général que l'on doit retrouver dans toutes les relations amoureuses. Vous devez être avec un homme qui est fiable, un homme qui est serviable, un homme qui est franc, attaché, un homme aussi qui est stable psychologiquement et matériellement, un homme qui doit vous assurer qu'il sera en capacité de s'assumer lui-même, mais aussi de vous assumer, d'assumer certains codes sociaux, d'assumer le fait de vous proposer des dates qui soient dignes de ce nom,
sans dépenser 400 000 euros à chaque fois, d'assurer et d'assumer quelque chose qui est respectable, qui est romantique, qui est digne d'une relation d'amour. Et donc, c'est ça qui doit aussi vous permettre de savoir ce que vous pouvez accepter ou pas. Et c'est ça le défaut de beaucoup de femmes, c'est que beaucoup de femmes ont du mal même à savoir les standards de ce que c'est qu'une relation amoureuse. Parenthèse fermée. Dans le cas où vous ouvrez les yeux dans cette phase de lune de miel, d'accord, hein, vous ouvrez les yeux dans cette phase de lune de miel et vous restez. Vous, vous ouvrez les yeux dans cette phase parce que vous êtes dans l'idéalisation, lui, il vous fait croire que voilà, vous êtes la femme qu'il recherche, il vous fait croire qu'il s'intéresse à vous, il vous fait croire que voilà, il est intéressé par le fait de vous connaître, d'instaurer quelque chose avec vous, etc., etc. Mais vous voyez que dans cette phase de lune de miel, dans cette phase de fleurs, dans cette phase de début de relation, etc., etc., vous voyez en fait que cet homme, il est en train de se comporter bizarrement, il est en train de se comporter, voilà, de la même manière que une femme qui part plus rapidement que vous, elle part plus rapidement, et sauf que vous décidez de rester. Vous décidez de rester. On parle au début en fait d'une phase de lune de miel, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. On parle d'un début de relation où tout est beau, mais voilà, c'est un homme qui, dès le début, vous montre des signes de contradiction. Il y a beaucoup de secrets, c'est toujours un peu compliqué pour le joindre. Il vous fait un peu tourner en bourrique, hein. Mais vous décidez de rester. Vous décidez de rester, vous décidez de vous accrocher. Parfois, vous lui faites un peu la gueule, mais parce qu'il revient avec de jolies disquettes, parce qu'il revient avec des fleurs, parce qu'il revient avec de beaux discours, parce qu'il revient aussi souvent avec ce qu'il a entre les jambes, voilà, vous acceptez, vous tolérez, vous pardonnez, vous comprenez. Sauf que à un moment donné, cette phase de lune de miel, ben, elle n'est pas éternelle. Cette phase de lune de miel, comme je l'ai dit, on a l'impression que pour certaines femmes, que aussi pour certains hommes, c'est éternel. Parce que vous refusez de voir cette personne pour ce qu'elle est. Vous refusez de voir la personne pour le danger qu'elle est pour elle-même, mais aussi pour vous. Vous refusez de constater que cette personne est une déception pour elle-même, déjà, mais aussi pour vous. Parce que vous ne voulez voir le bon que chez l'autre. Vous voulez toujours lui donner une énième chance. Vous espérez du plus profond de votre cœur que cet homme va changer, qu'il va se transformer en cet homme que vous attendiez tant. N'est-ce pas? Hein? Non, mais je peux le changer. Non, mais il va changer, il va devenir bien. Non, mais c'est l'homme de ma vie, ma belle. Il t'a... Bon, je ne vais pas repartir dans les exemples parce que ça va me donner voilà, migraines. Et en fait, on remarque que dans cette phase de lune de miel, qui dure un peu plus longtemps que, on va dire, 2 mois, hein, plus ou moins, il y a deux autres manières de vivre cette phase de lune de miel
que moi, je n'appelle plus une phase de lune de miel, mais que j'appelle la phase de cohabitation. D'accord? Parce qu'une fois que vous avez découvert la personne, que vous en aviez pris plein le visage, parce que vous aviez les étoiles plein les yeux, il est trop beau, on se parle, on apprend à se connaître. D'accord? Vous discutez et tout ça. Au début, tout se passait bien. Les 2, 3 premières semaines se passaient bien. Et après, là, il y a une petite routine. Ou même peut-être dès le début, il y avait au sein voilà, du couple des choses bizarres. Après que la petite routine se soit installée, il commence à se désolidariser, il commence à s'intensifier un peu moins, il commence à ghoster, à être bizarre, etc. etc. On a des personnes qui sont dans cette phase de cohabitation parce que vous avez appris à connaître la personne, vous avez appris à connaître, on va dire, les éléments les plus importants de cette personne, sa manière d'être, qui il est, quelles sont ses habitudes, plus ou moins. Voilà. Soit en ayant des informations qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont vraies, ou soit en ayant des informations qui restent floues. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles sont en couple, alors là on est vraiment dans des cas de psychopathie, de toxicité et de narcissisme, voilà, ça fait peur, mais même vous êtes tout simplement fortement manipulé, mais en tout cas, il y a certaines personnes, elles ne connaissent rien de cette personne tout en ayant cette impression de connaître tout. Hein. C'est pour ça que je dis que là, on est dans un cas avec un homme où on est manipulé, mais à une dose. La dose de la manipulation, elle est forte. Hein. Où on est avec un homme qui est très secret, qui ne nous dit pas tout. Hein. Vous êtes avec un homme qui ne vous... À la fois, vous le connaissez parce que vous connaissez quelques informations sur lui, mais à la fois, vous avez cette impression de ne pas le connaître. Vous ne connaissez pas tous les objets de sa vie, tous les paramètres de sa vie. Et pourtant, vous êtes dans cette phase de cohabitation parce que vous le connaissez, parce que vous avez une familiarité avec lui. Mais en même temps, il y a cet effet de distance. Et donc, dans cet effet, dans cette phase de cohabitation, on a à la fois une phase de cohabitation qui est soit moyennement longue ou très longue. D'accord? Et donc, dans cette phase de cohabitation, on retrouve, qui est moyennement longue, on retrouve des personnes qui font 6 mois de relation, qui font entre 2 à 3 ans, max 4 ans de relation. Parce que ce sont des personnes qui sont parfois conscientes qu'elles sont en relation avec une personne qui ne leur apporte rien, avec une personne qui a un mode de vie qui est bizarre, avec une personne qui est là mais pas là, mais elle décide de continuer, elle décide d'espérer, elle décide de persister, elle décide de toujours donner une chance à cet homme, parce que elles ont envie d'être avec cet homme. Et c'est le cas aussi de beaucoup d'hommes qui fréquentent des femmes qui sont très étranges, qui sont compliquées, qui sont obscures. Hein, des femmes parfois très belles, très magnétiques, mais la relation, ça a des hauts et ça a des bas. Ce sont des hommes qui acceptent parfois des femmes qui disparaissent, des femmes qui finissent très facilement à avoir une attitude très autoritaire dans la relation. Ils sont conscients effectivement de ce qui ne va pas. Ils sont conscients de la complexité du personnage qu'ils ont en face. Hein, de la folle, si vous voulez. Hein. Mais ils décident de s'accrocher et de persister à cause des sentiments et aussi à cause d'autres choses. Et c'est ça qui empêche les gens qui sont dans cette phase d'ouvrir vraiment les yeux, d'accord? C'est ce sentiment d'attachement. C'est ce sentiment aussi, ce
euh, comment dire, un environnement où on retrouve une certaine familiarité. Parce que ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est que si beaucoup de personnes prennent du temps à ouvrir les yeux dans cette phase, où ils sont dans une phase de cohabitation, c'est pas le fait, en fait, ce n'est pas parce qu'ils refusent d'ouvrir les yeux. Ils sont pleinement conscients de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont pleinement conscients que ça ne va pas. Ils sont pleinement conscients que leur partenaire, euh, psychiatrie en fait, psychiatrie. Faut, 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 faut emmener cet homme en psychiatrie. Faut emmener cette femme chez à la police. Faut emmener, voilà, genre, ça va pas. Ou ils sont conscients que cet homme ou que cette femme est compliqué, est difficile. Cet homme ou cette femme est dur. Cette femme disparaît. Cette femme est manipulatrice. D'accord? Mais il y a aussi chez eux quelque chose qui leur donne envie de rester, quelque chose qui leur fait tenir. Et c'est là où on va aborder euh, ce concept que beaucoup de personnes connaissent bien, c'est effectivement l'environnement de la familiarité, parce que l'attachement qu'ils ressentent est un attachement qui est d'ordre toxique. C'est là où on va dire que le cœur de notre sujet euh, peut plus ou moins être atteint, dans le sens où si beaucoup de personnes ont du mal à ouvrir les yeux, et si beaucoup de personnes parfois ouvrent les yeux, mais décident de rester, ouvrent les yeux, mais décident de continuer, ouvrent les yeux aussi, mais décident d'arrêter, c'est parce qu'ils se rendent compte à un moment donné que le comportement de leur partenaire fait résonner en eux, fait résonner chez eux un sentiment de familiarité qui les amène en fait à, euh, à leur enfance, qui les amène en fait à leur éducation, qui les emmène en fait à leur passé, qui les emmène à ce dans quoi ils ont grandi, dans ce dans quoi ils ont connu, ou dans ce dans quoi ils ont été élevés comme conviction et comme manière de voir les choses. Je m'explique. Si par exemple une adolescente, hein, une adolescente qui a, euh, comment dire, qui n'a pas beaucoup confiance en elle, d'accord? Une adolescente n'a pas beaucoup confiance en elle et du coup, elle vit dans un univers familial qui se veut plus ou moins sain, d'accord? Mais elle a en elle des doutes, elle a en elle de la haine envers elle-même, elle a en elle, euh, voilà, ce truc où elle ne s'aime pas, elle se déteste, elle se trouve moche. Elle est convaincue qu'elle ne trouvera jamais personne en fait qui va l'aimer. Elle doute, voilà. Et en fait, elle grandit, on va dire, elle grandit. Et en fait, un jour, elle rencontre au début elle rencontre un homme qui, comme je l'ai dit, lune de miel, au début tout va bien. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, cet homme commence à mal se comporter avec elle. Euh, elle entre dans la phase de cohabitation et puis les mauvais traitements de cet homme continuent. Euh, mais cette femme, cette fille, elle reste. Cette femme et cette fille, elle continue de vivre la relation. Elle accepte les moments où ça va pas. Elle accepte les moments où cet homme la bafoue. Elle accepte les moments où cet homme lui manque de respect, où cet homme la ghost, où cet homme euh, la fait souffrir émotionnellement parlant. Et puis quand tout va mieux, quand cet homme il a envie de lui raconter des bêtises, elle y croit. Quand cet homme a envie de lui faire croire que en fait il l'aime,
même si pour lui parfois c'est compliqué, elle y croit, c'est tout simplement parce que ça résonne avec ses insécurités. Ça résonne avec ce dont elle s'est convaincue pendant son adolescence. Ça résonne avec sa familiarité émotionnelle. Sa familiarité où tout n'est pas sûr, tout est compliqué, où elle se trouvait moche. Donc du coup, elle se dit, mais vu que je suis moche, ben, je ne vais pas trouver de partenaire. Et indirectement, ce n'est pas un discours qu'elle se le dit, mais indirectement, cela veut dire que vu qu'elle se croit moche et vu qu'elle se croit incapable de trouver un bon partenaire, elle ne peut et ne doit accepter que des mauvais partenaires. Et c'est le cas de beaucoup de femmes. Et c'est le cœur du fonctionnement émotionnel, psychologique et affectif de beaucoup de femmes et aussi de beaucoup d'hommes. Hein. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que votre capacité à vous aimer et à ne pas vous aimer, ça va dicter votre capacité à accepter ou pas un partenaire. Plus tu vas t'aimer, moins tu seras en capacité d'accepter un homme ou une femme qui va aller en contradiction avec ça. Plus tu vas te détester, plus tu vas effectivement adhérer au mode de traitement d'un partenaire qui va indirectement, mais consciemment, valider ton sentiment de haine que tu ressens envers toi-même. C'est pas pour rien que l'on vous demande à vous, mesdemoiselles et messieurs qui m'écoutez, de travailler votre amour-propre, de travailler votre manière de vous percevoir, votre manière de vous parler. Parce que c'est ça qui va vous faire accepter ou pas des choses qui ne sont pas acceptables, ne sont pas à tolérer, ne sont pas à supporter, ou qui va vous faire effectivement adhérer à ces choses. Parce que déjà en vous-même, vous avez déjà entretenu cette graine de je me déteste, cette graine de je ne m'aime pas, cette graine de je ne trouverai jamais de partenaire, cette graine de trouver un partenaire qui m'aime et qui est fidèle, c'est difficile. Hein. Parce que déjà chez vous, en vous, vous entretenez déjà ce jardin, ces mauvaises herbes. Vous avez fait grandir je parle en images, mais vous avez fait grandir des forêts amazoniennes où en fait ça pue la haine de soi, ça pue les traumas, ça pue toutes ces choses que vous auriez dû faire brûler depuis le début en contredisant ces mauvaises choses. Et c'est la même chose aussi pour une femme, pour un homme qui a grandi avec des parents où ça n'allait pas, où c'est compliqué. Évidemment que par familiarité, quand tu vas te trouver devant un homme, devant une femme qui va te maltraiter, bah, tu seras déjà habitué vu que tu as vu papa et maman faire la même chose. Donc tu as ouvert les yeux, tu as les yeux bien ouverts, mais comme pour toi c'est familier, comme pour toi c'est normal, comme pour toi ça correspond avec ce que tu as déjà vu, avec ce sur quoi tu as construit ta personnalité, ce sur quoi tu as construit ton estime de toi, bah pour toi c'est normal. Tu souffres, c'est compliqué, c'est chiant, c'est terrible, mais pour toi c'est normal. Pour toi c'est complètement normal parce que tu t'es convaincu que c'était la normalité. Et c'est pour ça que je dis que c'est une phase qui est très difficile parfois à s'en rendre compte parce que les personnes se plaignent. Les personnes, et c'est le cas de beaucoup de femmes, parce que je travaille beaucoup plus avec les femmes que les hommes, c'est le cas de beaucoup de femmes qui se plaignent de leur partenaire. Mon partenaire, il ne fait pas ça. Mon partenaire, il a dit ça, c'était méchant. Mon partenaire, il me néglige. Mon partenaire m'a trompé. Mais elle reste. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Et c'est là où
on entre dans ce qui avait été dit par une personne en commentaire, on entre dans un schéma d'addiction. Vous devenez addict au mauvais traitement que vous fait subir une personne parce que cela résonne avec des schémas dans lesquels vous êtes familier à tout ça. Vous avez accepté à tout ça. Et c'est pour cela que l'on dit que dans la réalité amoureuse, il existe plusieurs réalités et que pour beaucoup de personnes, la réalité, c'est des choses qui ne vont pas bien. La réalité, c'est un homme à moitié fou, à moitié bizarre. Et c'est pour ça qu'on vous demande effectivement de faire attention à ce à quoi vous êtes habitué. Parce que c'est ce à quoi vous êtes habitué qui va provoquer aussi les rencontres, qui va faire que vous allez attirer certaines personnes. N'oubliez pas que vous êtes sûrement, comme beaucoup de personnes, persuadés que vous n'attirez qu'un seul type de personne. C'est parce que vous n'avez été habitué qu'à raisonner d'une certaine manière qui va en adéquation avec la personnalité de votre partenaire, la personnalité et les habitudes que vous avez dans votre tête et ce que vous vous êtes laissé et ce à quoi vous vous êtes laissé convaincre. Eh bien oui. Et c'est là où moi, en tant que coach, et que beaucoup d'autres coachs aussi, on intervient pour pour mettre la lumière sur ce qui empêche à cette personne de partir, alors qu'elle aurait dû partir depuis le début. Parce que, en fait, elle ne s'en est peut-être pas rendue compte. Elle a grandi dans un univers, dans un foyer, dans une famille. Elle a grandi avec des pensées négatives. On lui a inculqué des pensées négatives qui résonnent avec le mauvais traitement qu'elle est en train de vivre. Elle a ouvert les yeux sur ce qu'elle est en train de vivre, mais en fait, quelque part, ça ne la pousse pas à partir parce qu'elle est en adéquation avec, plus ou moins, elle est en adéquation avec ça. Et c'est cet attachement-là familier qui vous fait croire que parfois vous êtes amoureuse alors que parfois vous n'êtes pas amoureuse. Vous êtes attaché à cette familiarité négative, vous êtes attiré par cette familier négative, vous êtes en plus de ça dépendante parce que parfois l'homme est séduisant, parce que parfois l'homme est attrayant, et il y a un mélange de physique, mais aussi de familiarité émotionnelle qui fait que vous vous croyez amoureuse, vous vous croyez incapable de partir, vous croyez que il va changer parce que vous avez ouvert les yeux, vous êtes conscient que vous êtes dans quelque chose de négatif et on vous voit comme ça subir, accepter, tolérer, tout en continuant de vous plaindre, tout en continuant de vous consterner, tout en continuant de souhaiter et de vouloir des changements, mais tout en continuant d'entretenir le maintien de ce qui vous fait souffrir. Tout simplement. Et si vous ne... et c'est ce que je suis en train de dire dans le sens... Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je répondais à une question d'une personne qui me demandait mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans une situation où, voilà, il faut se réveiller, il faut se faire violence, il faut sortir effectivement d'un mode d'attachement qui est purement émotionnel, qui est purement basé sur de l'inconscient et passer au conscient. Parce que si tu ouvres les yeux sur le fait que ta relation, ça ne va pas, mais que tu ne fais rien pour te sortir de là,
Bah, c'est de ta responsabilité, c'est de ta faute. C'est tout simplement toi qui choisis et qui as décidé de choisir les chaînes de ton propre esclavage et de ta propre souffrance. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, hein. Ils savent que ils sont dans des relations avec des hommes qui sont impossibles, qui sont invivables, mais c'est leur souffrance, c'est leur enfer. Et après, parfois, ça se termine un jour, dramatiquement parlant, avec des RIP, et avec des repos en paix, et avec des... voilà. Parfois, ça se finit comme ça, d'accord? Et si tu ne fais pas attention, tu vas entrer dans une phase de dépendance, tu vas entrer dans une phase où en fait pour toi la réalité c'est la présence euh, constante de cette personne, hein. Et donc tu vas passer d'une phase de cohabitation à une phase d'attachement, à une phase de dépendance, comme ça a été dit plus tôt, hein, où en fait pour toi tu auras ouvert les yeux, tu seras toujours en train d'ouvrir les yeux, tu seras pleinement conscient de ce que tu es en train de vivre, tu seras pleinement conscient que tu es en train d'accepter des choses que tu ne devrais pas accepter, que tu es en train de tolérer des choses que tu ne devrais pas tolérer, mais tu seras dans l'incapacité de partir parce que tu ne voudras pas partir, parce que tu te seras tellement convaincu que c'est impossible pour toi de partir, que tu vas effectivement croire à ton propre mensonge et tu vas le prendre pour une réalité. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ouvrent les yeux parfois, euh, enfin, ils ont ouvert les yeux depuis le début, mais ils ne se sont pas fait suffisamment violence pour euh, entrer dans une démarche active où ils prennent des décisions et des actions qui, va, qui vont dans leurs besoins et leur nécessité de se libérer de ça. Parce que le plus grave, ce n'est pas juste d'ouvrir les yeux. Parce qu'en réalité, on est tous en capacité d'ouvrir les yeux. On est tous en capacité de se rendre compte que l'on est dans une relation avec un homme où c'est n'importe quoi. On est tous en capacité de se rendre compte que on est en train de tolérer un schéma que l'on a connu dans notre enfance. On est en train de tolérer un schéma qui vibre avec nos insécurités. On est en train de tolérer un schéma qui valide un manque d'amour propre, qui valide ce dans quoi peut-être on a grandi parce qu'on était avec des parents qui ne nous ont jamais aimés, parce qu'on a grandi avec des parents qui ont été toujours un peu violents avec nous, parce qu'on nous a fait croire que l'amour, ça voulait dire violence, ça voulait dire douleur, ça voulait dire pauvreté, ça voulait dire tout accepter, ça voulait dire s'oublier, oublier ses standards, que du coup, bah voilà, et du coup on accepte tout, on tolère tout, on est tellement convaincu de ça qu'au final on oublie que, bah en fait, j'ai pas accepté tout ça. En fait, je n'ai pas à tolérer tout ça. En fait, je n'ai pas à trouver des excuses à tout ce qu'il fait. En fait, j'ai aussi le droit de savoir quelles sont mes attentes, qu'est-ce que moi je dois être et accomplir pour cette personne, mais ce que l'autre a aussi comme obligation d'être et d'accomplir pour moi pour que ça marche. Et c'est pour ça qu'au début, je vous parlais de ce concept, pardon, où ça fait ça là, de ce concept où effectivement c'est important
de se rendre compte, d'accord, d'agir aussi en conséquence que le fait de continuer à tolérer et le fait de continuer à accepter certaines choses sont des choses que je peux modifier, sont des choses que je peux redéfinir. C'est pour ça aussi que je vous ai dit en début de ce live que beaucoup de personnes refusent, ne sont pas en capacité de savoir quels sont leurs standards, parce qu'ils ont grandi dans des, dans des schémas, dans des dynamiques de famille où c'était... Voilà. Hein, voilà. Et du coup, pour eux, leur standard, c'est la médiocrité. Pour eux, leur standard, c'est... Voilà, c'est ne pas être en capacité de, de, de savoir que je mérite d'avoir un homme qui est stable. Hein. Il y a, pour beaucoup de femmes, elles ne peuvent pas, elles ne se sentent pas en capacité d'être avec un homme qui est stable. Elles continuent d'accepter, de tolérer les hommes qui sont dans des situations économiques compliquées, qui sont dans des situations professionnelles compliquées, tu vois. Il y a beaucoup de femmes, c'est comme ça. Pour elles, être en couple, c'est toujours être en couple avec un homme où, voilà, il n'a pas trop de moyens. C'est toujours un homme qui est incarcéré. C'est toujours un homme où, voilà, il n'y a pas, je ne vais pas dire les termes parce que voilà, mais voilà, les cassos, pour parler dans, hein, pour beaucoup de femmes, c'est ça la réalité. Pour beaucoup de femmes, c'est ça, être aimé. Parce qu'elles ne sont pas en capacité de se rendre compte des standards qu'elles ont pour elles-mêmes qui leur font du mal, mais qu'elles sont en incapacité de changer parce qu'elles pensent que c'est déjà beaucoup, alors que ce n'est que trop peu. Alors que ce n'est que trop peu. Et c'est pour ça que j'ai donné un tips tout à l'heure où je disais que si toi, en tant que femme, tu te sens correspondre à cette réalité, si toi, en tant que femme, tu es en incapacité de savoir quels sont tes standards, si toi, en tant que femme, tu es en incapacité de savoir ce que c'est qu'une bonne relation, intéresse-toi aux standards, on va dire, de base, que toutes les femmes recherchent. N'aie pas peur à poser des questions à ton entourage. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation? Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on a beaucoup les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, comme moi, ont fait des vidéos de contenu là-dessus. Aujourd'hui, vous avez l'IA qui est là pour vous aider. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de poser des questions à notre cher ami ChatGPT, Gemini et tous les autres, voilà, pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation? Parce que c'est l'ignorance aussi qui vous fait accepter des choses où vous vous rendez compte parfois que bien trop tard, ou parfois jamais, que ça n'était pas votre rôle d'accepter ça, et que ce n'est le rôle de personne d'accepter et de tolérer des relations où le respect est loin, mais loin, loin derrière. Hein. On a l'impression dans certaines relations où l'abondance, être dans une relation où les deux partenaires sont abondants, c'est un concept limite moyenâgeux. On a l'impression dans certaines relations que
être dans une relation juste correcte, où où tout concourt pour le bien de l'un et de l'autre, c'est une idéologie, c'est un idéal qui n'est pas atteignable dans la réalité, alors que si. Et tout ça, ça part effectivement de ce dans quoi vous avez grandi, dans ce dans quoi vous avez modelé aussi votre personnalité, votre conviction identitaire aussi. On n'est pas dans la politique, mais on pourrait s'y croire, mais pas du tout. Hein. Quelle personne êtes-vous convaincu d'être? Et quelles sont les choses que vous êtes convaincu d'avoir parce que vous êtes et vous vous associez à une certaine personnalité, à une certaine identité affective, émotionnelle et comportementale aussi. Et c'est ça qui, normalement, doit vous aider à vous ouvrir les yeux. Et c'est ça qui aide beaucoup de personnes à ouvrir les yeux dans leurs relations bancales, dans leurs relations où ça fait un peu pitié, dans leurs relations qui est en train de chanceler, où il n'y a rien qui va, où c'est compliqué. Et c'est ça qui doit vous permettre effectivement de savoir si je dois partir ou si je dois rester. Et c'est ça qui doit vous permettre de savoir si déjà par rapport à vous-même, vous souhaitez du bien ou pas. Parce que quand tu ouvres les yeux dans ta relation, quand tu ouvres les yeux sur ce que tu es en train de subir, dans ce que tu as aussi peut-être subi pendant X temps, tu es aussi en train de définir ce que tu mérites et ce que tu seras en capacité d'accepter ou de refuser plus tard. Parce que plus tu vas te maintenir dans une relation qui ne te convient pas, plus tu es en train de te formater à accepter des choses qui sont inacceptables. Et moins tu seras en capacité de choisir mieux, de connaître mieux. Le fameux do better cause you know better. Tu ne peux pas faire mieux si tu ne connais pas mieux. Mais tu ne peux pas aussi connaître mieux si tu n'es pas en capacité de passer à l'action. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut parfois se faire violence dans quelque chose qui peut-être vous semble normal parce que vous avez grandi avec une mauvaise identité, vous avez grandi avec des convictions, une estime de vous, une estime familiale, une estime parentale où c'était... voilà, si tu ne te fais pas violence, si tu ne te bouges pas, si tu ne te réveilles pas, si tu n'es pas convaincu que quelque chose de mieux existe en dehors de ce à quoi tu as grandi, en dehors de ce que tu as connu, en dehors de ce que tu connais actuellement, tu ne seras jamais en capacité de vraiment ouvrir les yeux et de passer à l'action. Ouvrir les yeux, ce n'est pas juste être conscient de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, mais c'est aussi une volonté totale de passer à l'action, d'être pleinement conscient. La conscience, ça n'est pas juste être le fait de voir et de savoir ce que vous voyez, mais c'est d'aller dans l'action. C'est d'être en capacité de changer votre environnement, de changer votre raisonnement, de changer vos croyances et de changer votre vie amoureuse et de changer votre identité. Parce que plus vous allez aller vers cette nouvelle identité que vous voulez instaurer en ayant ouvert les yeux, plus cette identité sera certaine et plus cette identité vous amènera des choses qui vont aller en adéquation avec son identité et avec cette identité. Mais si vous restez passive et puis vous avez ouvert, vous êtes conscient que la relation est compliquée, le monsieur là il est fou, hein, la femme là, voilà,
tu as ouvert les yeux, mais tu restes là. Tu te plains, mais tu restes là. Et ça a été, et c'est le cas, on a tous eu des amis comme ça qui se plaignent que la relation ne va pas, qui se plaignent que la relation elle est chiante, mais ils restent là. Et puis ils viennent vous fatiguer avec leurs plaintes. Il m'a fait ça, il m'a fait ci. Faut partir? Non, mais tu comprends pas. Et voilà, on est dans une relation où vous êtes un peu comme les hamsters dans sa cage, en train de rouler perpétuellement dans une roue, voilà. Je me plains, mais bon, c'est mon schéma. Mais si tu sortais un petit peu de cette roue, si tu sortais un tout petit peu de cette... si tu arrêtais de courir déjà, en arrêtant de croire que le fait de courir, ça va améliorer la chose. Si tu arrêtais de courir et que juste tu descendais de cette roue et que juste tu descendais, voilà, de cette cage en poussant peut-être un tout petit peu la porte, hein, pour te rendre compte en fait que tu es en capacité d'avoir d'autres expériences en changeant et en ayant le désir de changer ta conscience et le mode de fonctionnement de ta conscience, bah, tu auras vraiment ouvert les yeux parce que tu auras pris une décision, tu auras pris une action qui t'aura fait comprendre que tu peux sortir de ce dans quoi tu es habitué, tu peux sortir de ton environnement familier qui est toxique, qui est malsain, qui est lugubre, qui ne t'apporte rien, parce que ça ne t'a toujours rien apporté jusqu'à présent, de positif. Donc libre à vous d'ouvrir vraiment les yeux ou pas, libre à vous de savoir ce que vous voulez faire avec cette ouverture de conscience que vous avez et de prendre vraiment des décisions qui engagent. Merci beaucoup pour votre attention, les likes. Je vous dis à très bientôt.